Au Royaume d'Arabie Saoudite, l'ONUDI ouvre une plateforme d'échange entre leaders, investisseurs et chercheurs sur le développement de politiques industrielles basées sur le multilatéralisme. La délégation guinéenne est conduite par le chef du gouvernement, Ariad. Et puis la Guinée abrite la 15e rencontre annuelle de l'Organisation ouest-africaine de la santé. 5 jours durant, les échanges porteront sur le système national d'information sanitaire et la gestion des ressources humaines. Campagne agricole à Zérékoré, des intrants sont offerts au groupement de femmes rurales. Parmi les critères de choix figure la vulnérabilité. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. La nouvelle ambassadrice d'Allemagne était ce mardi au Conseil national de la transition. Son Excellence Irène Biantinois a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le CNT dans la vulgarisation de l'avant-projet de constitution de la République de Guinée. Les échanges ont aussi porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara et Mohamed Yansane. La République de Guinée et la République fédérale d'Allemagne entretiennent des rapports d'amitié et de coopération qui s'étendent sur plusieurs domaines, notamment l'environnement, l'éducation et la santé. Nouvellement accréditée en Guinée, l'ambassadrice Irène Biantinois multiplie les contacts auprès des institutions républicaines du pays. Ce mardi, la diplomate allemande rend visite à la première autorité de la représentation nationale. Ici, au Conseil national de la transition, l'ambassadrice Irène Biantinois confère avec l'honorable président Dr Dansé Kourma. L'entretien a essentiellement porté sur le renforcement des relations entre la Guinée et l'Allemagne. Je viens de remettre mes lettres de créance auprès du président de la République seulement le 30 septembre, mais le Parlement d'un pays est toujours le fondament de la démocratie et l'avant-projet et le projet de la Constitution, c'est un peu le fondement pour le futur du pays. C'est très intéressant pour l'Allemagne parce qu'on a des relations depuis très longtemps et ça définit aussi les règles du jeu pour notre coopération en futur. Cette rencontre avec la nouvelle ambassadrice d'Allemagne a été une aubaine pour l'honorable président Dr Dansé Kourma de réitérer l'engagement de son institution à contribuer activement à travers la diplomatie parlementaire au renforcement des liens d'amitié et de coopération guinéo-allemande. Par la remise de ce présent symbolique, cette audience devrait également permettre d'entrevoir les bases d'une collaboration interparlementaire dynamique entre les deux pays. Les technologies numériques, moteur de l'industrie manufacturière, Ariad, Royaume d'Arabie Saoudite, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, ouvre une plateforme d'échange entre leaders, investisseurs et chercheurs sur le développement de politiques industrielles basées sur le multilatéralisme. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a conduit la délégation guinéenne, Adi Camara, Almami Kobele. La Guinée prend part à cette rencontre de haut niveau pour partager ses ambitions soutenues dans sa politique de promotion industrielle. Ce matin, à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre chef de gouvernement met en avant les réformes et le changement de paradigme dans le pays pour assurer son émergence économique. À travers la vision Simandou 2040, nous tenons à rompre le cycle de la fatalité qui voudrait que tous les pays ayant des ressources minières soient obligés d'être dans la fatalité de l'économie de rente. C'est la raison pour laquelle actuellement nous cherchons la transformation locale des matières premières pour permettre de générer des emplois de qualité pour notre jeunesse en vue de réduire notre dépendance aux marchés volatiles. Nous cherchons bien entendu pour réussir cela à développer des infrastructures, les routes, le chemin de fer et bien entendu les investissements dans le numérique. Nous avons également besoin d'une transition énergétique verte
parce que nous avons la particularité en Afrique de l'Ouest d'être le pays qui a l'un des plus grands potentiels miniers, mais qui a également un potentiel hydroélectrique extrêmement important, sans compter les potentialités en ce qui concerne l'agriculture. Le renforcement du partenariat avec les organisations et pays, l'innovation technologique dans les secteurs de l'énergie et des industries manufacturières sont perçus par des experts des Nations Unies comme les clés de la viabilité des politiques. La Guinée compte tirer profit de cette plateforme internationale à Riyad. L'occasion est offerte justement à la Guinée de parler de la vision industrielle du programme Simandou 2040 du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous avons saisi cette occasion justement pour parler des politiques mises en place aujourd'hui en Guinée pour le développement industriel durable, responsable, conformément à l'ODD 9 qui est industrie, innovation et infrastructure. La Guinée, qui ambitionne de faire de sa bauxite ce que le pétrole représente pour le Royaume d'Arabie Saoudite, invite à la mise en commun des efforts pour insuffler un nouveau dynamisme à leur coopération économique. Et puis une importante délégation du pôle économique guinéen conduite par le ministre de l'économie et des finances séjourne actuellement à Washington. C'est pour prendre part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. C'est également l'occasion pour la mission de plaider pour l'obtention d'un nouveau programme économique. Mamadi Gassama est notre envoyé spécial à Washington. L'événement est annuel. Après Marrakech, les assemblées annuelles 2024 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se tiennent cette année à Washington, siège des institutions de Bretton Woods. Outre la session plénière et les réunions du comité de développement et du comité monétaire et financier, ces assemblées mettront en lumière les enjeux urgents de l'économie mondiale et des marchés financiers. Du côté de la Guinée, déjà avec le Fonds monétaire international, des négociations sur un nouveau programme économique et financier, appuyé par la facilité élargie des crédits, profilent à l'horizon. Nous allons continuer les discussions avec l'équipe pays dans le cadre de l'élaboration d'un programme économique et financier. Tout cela prouve à suffisance que le président, le général Mamadi Doumbouya, est très à cheval pour assurer cette stabilité macroéconomique, pour assurer une stabilité financière, pour assurer une discipline de gestion budgétaire et financière de notre pays. Plus de 2000 délégués prennent part à ce rendez-vous économique. La Guinée y prend part activement aux travaux, avec plusieurs rencontres à l'affiche. C'était une bonne occasion de voir, outre l'administrateur de la Guinée, ceux d'autres pays qui auront un droit de vote pour accorder cet appui budgétaire à la Guinée. Il s'agit des administrateurs français, des administrateurs italiens et canadiens et d'autres pays. L'appui au secteur privé fait partie également des priorités. Il s'agit notamment du développement des infrastructures à usage payant. Il s'agit également du développement d'autres infrastructures énergétiques qui pourront être financées en mode BOT, toute chose qui permet à l'État d'avoir un niveau de développement énergétique très élevé. Sur le compte-rendu du caucus africain 2024, les discussions ont porté sur le développement du commerce intra-régional, l'inclusion financière et la circulation libre des capitaux. Dans l'actualité, le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers l'Agence nationale de volontariat jeunesse, vient de signer une importante convention avec le Corps de la paix, une structure américaine qui fait du chemin dans le volontariat. La démarche consiste à mutualiser les efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat en Guinée. La suite avec Mariam Kamara. C'est le fruit d'une longue lutte.
la signature de ce protocole d'accord entre l'Agence nationale de volontariat jeunesse et le corps de la paix. Elle vient formaliser le cadre de collaboration entre ces deux structures qui ont pour ambition de promouvoir le volontariat en Guinée. Initié depuis la création de la NVJ, ce protocole va conduire dans un premier temps au placement d'un volontaire de réponse corps de la paix, Peace Corps Response Volunteer en anglais, comme point de départ. Le sérieux et l'engagement de la NVJ s'arriment bien avec la signature de la Convention de partenariat qui définira les normes de collaboration, les principes et les droits fondamentaux dans le curricula de volontariat en République de Guinée. Fort d'une expérience riche, le corps de la paix va alors œuvrer au renforcement des capacités des cadres de l'Agence nationale de volontariat jeunesse dans le domaine du suivi et évaluation. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre ont fait de la question de la jeunesse une priorité qui nous est imposée par notre agenda. Pour cela, nous avons absolument besoin de votre assistance pour le renforcement des capacités de l'ANVG. Non seulement pour renforcer les structures, comme vous êtes en train de nous proposer, mais aussi nous avons besoin des expériences de vos volontaires pour encore augmenter la motivation de ceux qui sont recrutés. Cette signature doublée d'un atelier d'échange d'expériences ouvre un nouveau chapitre. Présentation du rapport statistique lié à la migration au ministère des Affaires étrangères. Ce matin, l'Observatoire guinéen des migrations a fait le point sur le phénomène migratoire de 2020 à 2024. La direction travaille également sur les mécanismes pratiques pour faciliter la remontée régulière des données. Autre précision avec Makeme Donzo. C'est un devoir pour la Direction générale de l'Observatoire guinéen des migrations de présenter le rapport statistique lié au déplacement volontaire des personnes dans notre espace territorial. Cette direction, qui relève du ministère des Affaires étrangères, partage la tendance des 4 dernières années avec les acteurs impliqués dans la gestion du phénomène migratoire. En termes de tendance migratoire forte de notre pays, nous pouvons noter entre 2020-2024, un retour volontaire de 27 358 de nos compatriotes, dont la majorité sont des hommes. Un retour forcé ou involontaire de 82 de nos compatriotes. Au titre des étudiants étrangers en République de Guinée, nous avons 6 291 étudiants, dont 60% sont des hommes évoluant dans nos institutions d'enseignement supérieur. Vous savez, avec les travailleurs domestiques, surtout ceux qui quittent la Guinée pour aller dans les pays du Golfe ou bien ceux qui sont à l'extérieur, même si ce n'est pas dans les pays du Golfe, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Donc chaque fois qu'il y a des problèmes que nous sommes au courant, nous informons la direction de l'Observatoire général de la migration ici. Cette centralisation de données migratoires permet d'orienter le gouvernement et les partenaires techniques et financiers dans la planification des projets et programmes pour la diffusion de bulletins statistiques à l'intention des utilisateurs et producteurs. C'est le lieu pour moi de lancer une invite à tous les producteurs de données migratoires, des départements sectoriels, des organisations de la société civile et le secteur privé, ainsi que les organisations internationales, à redoubler d'efforts pour la remontée régulière des données relevant de leurs structures respectives en vue de les centraliser dans la base de données de l'Observatoire guinéen des migrations. Ce rapport de la Direction générale de l'Observatoire guinéen des migrations est le résultat d'une analyse approfondie sur des tendances et défis migratoires pour offrir des opportunités afin de mieux appréhender les enjeux du phénomène par les différents acteurs étatiques et non étatiques. Dans l'actualité encore, la deuxième édition du Forum Finance et Technologie, en abrégé FinTech, a ouvert ses portes ce matin à Conakry. Il s'agit d'un espace d'échange entre professionnels du numérique pour trouver des solutions allant dans le sens du développement de l'écosystème financier guinéen. La cérémonie a été présidée par la ministre des Postes et Télécommunications. C'est un reportage de Bakary Bamba Condé.
Comment créer un avenir financier plus inclusif et prospère en Guinée? La question concentre l'essentiel de la deuxième édition de Guinée FinTech Week. Il s'agit de la fusion finance et technologie pour améliorer les services financiers. À ce rendez-vous de 2024, les professionnels de la technologie se retrouvent, échangent et proposent des pistes de solutions pour le développement du secteur bancaire et financier. Cette année, on a encore eu l'opportunité de faire venir d'autres pays pour qu'ils viennent partager leur expérience, ce qui se fait de mieux chez eux, qu'ils puissent nouer des contacts, des partenariats avec les acteurs locaux et ouvrir des débats sur les défis, les différentes opportunités que ce secteur et ce métier peut offrir pour vraiment participer à la transformation numérique de notre économie. Les défis réglementaires et des opportunités de l'événement sont présentés afin d'amener les acteurs du monde numérique, mais aussi les citoyens à comprendre les enjeux de ce forum pour l'avenir financier du pays. Il faut éduquer et sensibiliser les gens sur les différents outils financiers. Ce n'est pas une situation, ce n'est pas un scénario unique à la Guinée. Donc il faut beaucoup communiquer, beaucoup parler, beaucoup éduquer les gens sur les différents produits financiers qui sont là. Le gouvernement est en train d'investir dans les infrastructures, un second câble sous-marin pour améliorer la connectivité internationale. Nous sommes en train d'élargir notre backbone national. Nous sommes en train de créer de la résilience en nous interconnectant avec d'autres pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire. Ce qui est essentiel à savoir avec cette interconnexion, c'est qu'en cas de coupure avec le seul câble sous-marin que nous avons aujourd'hui, nous sommes capables désormais de créer du trafic à l'international via un autre réseau. Cette deuxième édition doit durer 2 jours. Puis après la mise en place des délégations spéciales dans la capitale, les autorités du CNRD viennent de nommer leurs représentants dans les quartiers de Conakry et Périphérie. La remise des actes de nomination des chefs de quartier dans les 13 communes s'est déroulée au gouvernorat de Conakry. La démarche vise à booster le développement au niveau local. Moussa Bangoura pour en savoir plus. La ville de Conakry a désormais des nouveaux élus à la base. Ici au gouvernorat, en présence des autorités locales, la présidente du conseil de ville, générale Mawasila, procède à la remise des actes de nomination des nouvelles autorités, des bureaux de conseil de quartier, des différentes communes de la capitale. C'est le lieu pour moi de remercier les anciens chefs de quartier qui ont servi ce pays pendant longtemps et dans les moments difficiles pour la nation, et que ce n'est pas par incapacité que certains vont se revoir remplacés, mais comme on a dit la refondation, les autorités ont pensé qu'il fallait aussi essayer les nouvelles personnes pour les nouvelles idées, et que nous allons tous continuer ensemble à œuvrer pour le développement de la nation. La nomination des chefs de quartier, un des engagements tenus par le gouvernement du CNRD après la mise en place des délégations spéciales selon le code révisé des collectivités locales. C'est dans les quartiers où toutes les actions de développement se réalisent. Donc il faut avoir à ce niveau des personnes qui s'y connaissent, qui maîtrisent, qui sont des citoyens engagés et déterminés à accompagner les réformes qui sont entreprises par les autorités. Nous sommes instruits, nous partons donc mettre en exécution et de façon très collaborative avec les nouveaux responsables qui prendront désormais la responsabilité des quartiers, mais aussi nous resterons très proches des anciens qui sont des habitants, des citoyens de leur quartier et qui ont aussi une expérience de base dans la vision de la rectification institutionnelle. Avec le nouveau découpage territorial, Conakry, la capitale, compte à nos jours 13 communes pour 196 quartiers, de Mania à Kassa. Le ministre de la Défense nationale était ce matin dans les locaux de l'école du Britannique militaire de Guinée à Tabili, préfecture de Kindia. Il était question pour l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Camara de suivre l'évolution des travaux de cette structure de formation qui sera bientôt livrée pour accueillir les enfants de troupes. Adjudant-chef Oumar Camara, correspondant de la presse militaire. Le ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Camara,
attache du prix au grand chantier des infrastructures militaires. Accompagné d'une forte délégation, il a fait le tour du site abritant l'école du Prytanée militaire de Guinée, située à Tabili dans la préfecture de Kindia. Sur le site, plusieurs entreprises locales travaillent d'arrache-pied pour la construction de ces structures de formation, des heures de jeu et des logements répondant au goût du commandement militaire. Par rapport à la visite dernière, il y a eu des évolutions notables, comme ce qu'il a dit. Il y a eu des recommandations aussi. Et nous allons nous battre en tant qu'entreprise pour mettre les bouchées doubles pour finir les travaux à temps. Aujourd'hui, nos zones sont en avance et nous avons anticipé beaucoup de choses par rapport aux travaux, compte tenu des ouvrages et le nombre de jours que nous avons. Bien sûr, il y a eu des difficultés, mais avec le leadership de la hiérarchie, on s'est battu pour avoir ce résultat aujourd'hui. Nous avons deux zones, ici la zone 7 et la zone 10. Donc la zone 7, c'est la zone de l'école où se trouve le collège, le lycée, le bloc pédagogique et le laboratoire. Sur la zone 10, c'est la zone sportive. Nous comptons bien terminer les travaux dans les délais contractuels. Après cette visite dans le compartiment de cet établissement d'enseignement militaire, le ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, a fustigé le retard constaté par certaines entreprises dans l'exécution des travaux, conformément aux délais contractuels. Je suis déçu des entreprises. J'ai dit que je ne donne pas les travaux du ministère de la Défense à des étrangers. C'est aux Guinéens. Faire travailler les entreprises guinéennes. Faire travailler les artisans guinéens. Et comme vous voyez ici, il n'y a que Kernobari qui est en avance sur les autres. Les gens doivent respecter leur engagement. Cette école, si Dieu, le propriétaire des jours à venir, le veut bien, le 1er septembre 2025, il faut que les Prytanée militaires déménagent ici pour qu'on continue les autres annexes d'extension. On va appliquer la loi sur les pénalités de retard. C'est par cette visite du site de l'héliport, par la délégation, que cette visite de terrain a pris fin. Une fois terminée, ce site servira de relais pour le transport des patients en cas d'urgence. Dans un autre registre, la Guinée abrite la 15e rencontre annuelle de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Cet événement sous-régional regroupe les représentants des 15 pays membres de la CEDEAO. 5 jours durant, les échanges porteront sur le système national d'information sanitaire et la gestion des ressources humaines. Adiatou Bari. À Conakry, les délégations des 15 membres de l'Organisation ouest-africaine de la santé se retrouvent. La rencontre de haut niveau statue sur l'analyse des données sanitaires et la gestion des ressources humaines en santé dans la sous-région. Chaque pays va partager ses expériences en matière de collecte et d'utilisation de données sanitaires fiables. La question des données sanitaires est une question inscrite dans le mandat de l'OAS qui doit mettre à la disposition de la région l'information sanitaire pour permettre de faire les politiques les meilleurs pour améliorer la santé des populations. L'information sanitaire, au niveau du ménage, nous en avons besoin. Maintenant, au niveau des États, nous en avons besoin pour faire les politiques sanitaires les meilleures. D'un côté, les données sont nécessaires pour informer les investissements d'une façon stratégique et avec une anticipation en quelque sorte. Mais les mêmes données permettent de définir les besoins en ressources humaines dans le secteur de la santé, qui est un secteur qui demande la proximité avec les populations. Les parties prenantes vont également orienter les réflexions sur la disponibilité et la répartition équitable des agents de santé, un sujet qui intéresse particulièrement la Guinée. Le pays formule d'ailleurs des attentes pour réussir sa politique de fidélisation du personnel de santé en zone rurale. Quand vous voyez la répartition du personnel de santé sur l'ensemble, l'étendue du territoire, il y a une inégalité. Qu'est-ce qu'il faudra pour fidéliser ces agents qui sont au niveau terrain et qu'est-ce qu'il faut
pour assurer une répartition équitable de ces personnels. Ce sont des attentes que nous avons de cette grande rencontre. Cette rencontre annuelle entre les États membres de l'Organisation ouest-africaine de la santé se tient depuis 2010. Elle permet à l'OAS d'harmoniser les interventions en matière de programmes et d'offres de santé des populations dans l'espace CEDEAO. Dans le volet santé toujours, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'active sans relâche pour achever les travaux sanitaires en cours. Ce week-end, Dr Oumar Dioueba, accompagné des cadres de son département, a sillonné plusieurs chantiers de Kassa à Koya en passant par Conakry. Il a instruit l'achèvement des travaux conformément au délai contractuel. On en sait davantage avec Kerno Maroufba. Lancé en novembre 2022 pour un délai contractuel de 12 mois, le chantier de construction du centre de santé amélioré de l'île de Kassa traîne toujours les pas. Financé par le BSD, la structure va permettre de résoudre le problème de santé des insulaires. Vu l'urgence, le ministre de la Santé en visite sur le site met la barre très haut. Un délai de 2 mois est donné quant à l'achèvement de l'édifice. Nous allons tout faire, travailler nuit et jour, et les entrepreneurs seront là, accompagnés avec le CNIM, accompagnés avec la sécurité, et nos agents ne vont pas manquer. Inch'Allah, nous ferons nous mieux. Après Kassa, retour sur la terre ferme. Le Centre national de santé familiale et de la reproduction humaine de Nongor, complètement achevé. Ce centre construit dans le but de réaliser des fécondations in vitro, n'attend que les équipements. Ce centre va répondre à un besoin important chez les femmes désireuses de porter un enfant qui sont dans la difficulté de mener une grossesse à terme et de donner la vie. Ce centre fait partie des 4 grands ouvrages que le projet doit réaliser à l'intérieur de Conakry. La visite s'est poursuivie à Kobaya, dans la commune de Sonfonia, où sont réalisés 2 centres de santé améliorés. À date, les ouvrages prennent déjà forme. Vraiment donner les soins de qualité, il faut avoir une infrastructure vraiment digne de nom et qui réponde aux normes de l'OMS. Et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Dans un bref délai que ces constructions-là finissent, on a le droit de venir regarder afin que les structures nous soient remises pour qu'on commence vraiment à prendre en charge de façon correcte la population. Les chantiers en construction du centre d'hémodialyse de Matoto, de l'entrepôt de la PCG à Koya, des centres de santé de Kuntia, Manea sont tous visités par le chef de département de la santé. L'idée est de donner un coup d'accélérateur aux travaux. Dr Oumar Dioueba s'est aussi rendu au chevet du bébé de 3 mois récemment opéré d'une malformation congénitale entièrement prise en charge par son département. Et disons qu'après plus de 3 décennies d'interruption, les autorités guinéennes ont ce mercredi relancé la campagne de visite médicale systématique des élèves. Pendant une semaine, 50 000 élèves des établissements publics et privés du pays seront examinés. 200 sites sont identifiés pour cette opération initiée par le Service national de la santé scolaire et universitaire. Samara Tolno, explication. Après plus de 30 ans d'interruption, le gouvernement guinéen, à travers le Service national de la santé scolaire et universitaire, relance la campagne de visite médicale systématique des élèves. Pendant 6 jours, plus de 50 000 élèves des établissements publics et privés seront soumis aux tests de dépistage des maladies qui affectent la santé des enfants en milieu scolaire. La campagne de visite médicale systématique consistera à faire un examen physique complet, minutieux des enfants pour mettre en évidence les pathologies cachées. Donc par exemple les troubles visuels, les troubles d'attention et parfois les troubles d'entendement. Je lance un appel aux parents d'élèves d'accepter la visite systématique qu'on est en train d'organiser. Cette visite-là permet aux enfants non seulement de prévenir des maladies, parce que si tu attends un bon enfant qui est à l'école, s'il n'est pas en bonne santé, il ne peut pas apprendre. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre de l'Éducation et celui de la Santé s'engagent à matérialiser cette volonté du chef de l'État à travers des séances de dépistage précoce et de prévention des enfants contre des maladies.
La santé des enfants, c'est une priorité du chef de l'État, c'est une priorité du chef du gouvernement et de toutes les autorités aujourd'hui. Le fait d'organiser ces campagnes systématiques de visites médicales, pour nous, ça va nous apporter assez de résultats. On s'est dit qu'il fallait penser à ces aspects qui sont délaissés, celui de la santé des élèves. Nous voulons avoir des enfants joyeux en classe, en bonne santé, qui ont une alimentation saine et qui, pour ceux qui ont des déficiences, que ça puisse être détecté très tôt et pris en charge. L'Organisation mondiale de la santé réitère son engagement justement à accompagner le ministère de la Santé et les autres ministères, le gouvernement dans son ensemble, pour l'amélioration de la santé de la population, le renforcement du système de santé de la Guinée pour qu'il devienne robuste, solide, qu'il puisse résister à tout ce qui peut survenir comme un problème de santé publique. Pour offrir les premiers soins aux enfants à l'école en cas de maladie, une infirmerie ouvre ses portes à l'école primaire Bari Diawadu. À l'image de cette école, le service national de la santé scolaire et universitaire ambitionne de relancer les infirmeries dans tous les établissements publics et privés du pays. Dans un autre registre, remise des outillages agricoles et des engrais au groupement de femmes et aux producteurs leaders de la région forestière. Entre autres critères de choix des bénéficiaires, la vulnérabilité et la nécessité d'accompagner les projets agro-pastoraux à fort impact. Fodé Camara est notre spécialiste dans le domaine. Voici son reportage. Azérékoré comme pour boucler en apothéose les festivités de la journée mondiale de la femme rurale et la journée mondiale de l'alimentation, des outillages agricoles, des fertilisants et des compléments alimentaires sont mis à la disposition des paysans de la région. Le ciblage des bénéficiaires va toucher 5 groupements par préfecture, plus d'autres producteurs champions évoluant dans le secteur agropastoral, notamment le maraîchage et l'aviculture. Nous avons reçu des dons de concentrés pour la filière volaille sur toute la région forestière. Ce n'est pas une première fois dans la région forestière. Avec les pénuries du maïs aussi, le gouvernement est venu en aide pour subventionner notre secteur avicole. Dans l'agenda de ce programme d'assistance aux organisations paysannes est inscrite la problématique de l'amélioration des moyens de subsistance des producteurs vulnérables de la région forestière. Nous sommes très contents, très fiers du président de la République d'avoir pensé à nous, les aveugles. Parce que nous sommes en association ici, nous ouvrons dans beaucoup de domaines. Nous faisons de l'agriculture, nous faisons du maraîchage, l'artisanat, la musique et beaucoup d'autres choses. Cette politique d'autonomisation par le biais de l'agriculture vient renforcer la résilience des communautés rurales en augmentant en toute saison la productivité des bénéficiaires, surtout les groupements de femmes. Je suis très fier vraiment depuis le début de l'événement de la célébration de la femme rurale. Tout d'abord le lundi, on a reçu la mission du JAR et équité au niveau de l'agriculture. On a commencé par la formation et la formatrice qui est la représentante du JAR au niveau du ministère de l'Agriculture, elle a donné la formation de taille. Cet appui en intrants agricoles coïncide avec un moment où les agriculteurs font face aux inondations au niveau des grands bassins de production. Il est urgent d'aider les producteurs victimes à se relever. Nous savons que cette année, la campagne agricole a été très impactée par les inondations un peu partout sur le territoire et nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir accompagner les agriculteurs et les éleveurs qui ont perdu leur production ou qui ont perdu leur bétail afin qu'ils ne souffrent pas. Nous savons qu'ils vivent de ça, ils soutiennent leur famille avec ça, ils nourrissent et ils soignent leurs enfants et leurs familles avec ça. Et le chef de l'État m'a donné donc des instructions très claires afin que nous soyons de leur côté et que nous leur accompagnions en mettant à leur disposition des intrants notamment pour la prochaine campagne agricole. Et nous prendrons également les dispositions nécessaires à travers la Direction nationale du génie rural afin de pouvoir éduquer et former justement sur les aménagements, les types d'aménagements, ne serait-ce que basiques, qui peuvent être faits pour pouvoir éviter à l'avenir ces types d'inondations-là. Parce que l'agriculture, c'est aussi l'aménagement, mais c'est surtout et surtout la maîtrise de l'eau.
Au cours de cette communion avec les femmes de Zérékoré, les responsables des groupements et autres leaders d'opinion de la couche féminine ont renouvelé leur gratitude aux autorités pour la poursuite du programme d'appui au monde rural. L'inclusion financière, une voie qui mène vers l'autonomisation économique des femmes. Pour gagner ce pari, 300 femmes entrepreneurs sont outillées en éducation financière et à la gestion des prêts. Au seul objectif, les amener à une meilleure gestion des ressources issues de leurs différentes activités. Mohamed De Camara, compte rendu. Sur le chemin qui mène vers l'autonomisation des femmes, l'inclusion financière de la gente féminine est nécessaire. 300 d'entre elles sont outillées en éducation financière et en gestion rationnelle des prêts. Cette initiative du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables à travers le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes est appuyée sur le terrain par Orange Microfinance. Il s'agit de les armer non seulement de ressources, mais aussi de compétences essentielles à leur épanouissement économique. Cette formation est centrée en fait sur deux aspects, l'éducation financière et la gestion des prêts et l'épargne. Nous voulons entreprendre et pour entreprendre, il faut avoir de l'argent. Et si déjà le ministère veut s'engager pour être le garant au niveau des microfinances pour nous, je dirais que c'est déjà un grand pas pour nous et nous allons adhérer à 100%. L'ambition des autorités du CNRD à travers cette démarche est d'offrir aux femmes entreprenantes une autonomisation garantie au service de la Guinée. Cette stratégie s'inspire fortement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, de réduire les inégalités sociales entre ses compatriotes. Mon département tient au changement de paradigme d'autonomisation économique des femmes. L'inclusion active des femmes dans les secteurs productifs est un gage de prospérité et de stabilité sociale. Notre ambition est d'encourager, d'accompagner chaque femme et chaque fille entrepreneur à relever les défis. Cette formation en inclusion financière des femmes lance officiellement la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. Les travaux qui seront ouverts ce lundi vont accueillir plus de 2000 invités dans la capitale Conakry. Et pour répondre aux défis auxquels les femmes entrepreneurs font face, les membres du projet potentiel se sont réunis pour faire l'état des lieux et valider les orientations stratégiques pour l'année 2025. L'autonomisation de 5000 femmes entrepreneurs dans 8 villes de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière est prévue. Abdul Karim Kamara. Dans l'écosystème entrepreneurial, le projet potentiel lancé il y a 8 mois fait du chemin. Sa mission est d'autonomiser les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, l'Agence de promotion des investissements privés trace les sillons devant permettre de renforcer son offre de services dédiée à cette autonomisation. On a pu identifier plus de 11 000 femmes à accompagner, aux structures à accompagner. Maintenant, aujourd'hui, l'objectif, c'était déjà de présenter ces premiers résultats aux membres du comité de pilotage. Ça veut dire tout ce qui va être fait l'année prochaine, pour l'année 2025. Il faut que le comité de pilotage tranche dessus pour qu'on puisse vraiment continuer à mener les activités du projet potentiel. 2 mois ont suffi pour la pré-identification des femmes entrepreneurs dans les zones du projet potentiel financé par l'Union européenne et l'AFD à hauteur de 15 millions d'euros. Cette première année, c'était une phase d'installation, de préparation, donc les équipes ont été mises en place, on a réalisé des activités préalables, donc c'est maintenant que le projet va commencer en réalité donc à mettre en œuvre des activités. Porté par le tandem ministère du Commerce et Industrie et celui de la promotion féminine, le projet est l'un des combats du CNRD contre les inégalités de genre et la promotion de l'insertion socio-économique des personnes vulnérables. La première stratégie vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes en intégrant une perspective de genre dans l'action gouvernementale et les interventions du secteur privé. Le deuxième volet consiste à aider directement les femmes entrepreneurs en utilisant divers accompagnements financiers et non financiers adaptés à leur milieu de vie.
Le projet potentiel est sur une durée de 5 ans et il est prévu l'autonomisation de 5000 femmes entrepreneurs. Il va couvrir les préfectures de Forêt-Karia, Koya, Dubreka et Bofa en Basse-Guinée et Kishidougou, Gekedou, Massintan et Zérékoré en Guinée forestière. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, à travers l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, vient de former plus de 100 femmes en tresse traditionnelle. L'idée pour les initiateurs est de valoriser cette coiffure qui a tendance à disparaître au fil des générations. Le point avec Moussa Komara. Elles viennent de plusieurs communes de la capitale, toutes passionnées de la tresse traditionnelle. Ces filles scolarisées ou non scolarisées optimisent leurs compétences en art de la coiffure africaine, influencées depuis la démocratisation de la tresse. Avant moi, je savais tresser des modes renversés, même si m'amener les cheveux fins, les cheveux afro, je ne savais que tresser les cheveux renversés. Maintenant ici, j'ai appris à comment tresser les coups cheveux sans se prendre la peine. Moi, c'est mèches que je tressais. Les tresses mèches, ça, je suis un peu forte dedans. Mais avec les tresses, l'autre, là, cheveux naturels, je ne savais pas le faire. Mais c'est ici, j'ai appris ça. La tresse traditionnelle reste avant tout un lien social qui perdure de génération en génération et de culture en culture. Une technique millénaire oubliée, mais qui retrouve peu à peu son goût. Nous avons estimé qu'il fallait former plus d'une centaine de jeunes femmes qui font de la coiffure dans les marchés hebdomadaires, dans les marchés, dans les salons de coiffure ailleurs, sur les tresses traditionnelles. L'objectif étant de nous assurer que nous avons des personnes qui connaissent comment utiliser les produits, parce que ces produits peuvent être toxiques et dangereux, mais aussi appréhender les différents types de cheveux. Vous avez entendu parler de cheveux rebelles, de cheveux fins et autres, pour que nous puissions revenir sur nos pratiques, sur nos anciennes réalités de tresse. Dans ce voyage initiatique, ces participantes ont appris à tricoter, tresser et enrouler les cheveux afin de donner un style original et unique. Elles ont appris les 4 types de cheveux pendant la formation. La plupart d'entre elles ne connaissaient pas c'est quoi un cheveu fin, coupé ou rebelle, les produits qu'il faut pour se protéger. C'était leur première participation, mais j'ai vu des jeunes filles très engagées et passionnées de la tresse traditionnelle. C'est encourageant. Cette formation a duré 10 jours. Grâce au soutien de la tutelle, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel espère étendre cette formation à d'autres villes pour donner un souffle nouveau à la tresse traditionnelle africaine sous perfusion. Nous ne changeons pas de sujet. À Cancan, plus de 2000 filles et femmes sont outillées pour assurer leur autonomisation. C'est un appui de la Banque mondiale à travers le projet SWED. Plusieurs métiers sont au rendez-vous pour permettre aux cibles de s'épanouir. Diamant Kabar. L'autonomisation de la couche féminine au cœur des priorités du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, SWED. Dans la région de Cancan, plus de 2000 femmes et filles bénéficient d'un appui constant de ce projet financé par la Banque mondiale dans le cadre du sous-projet accroître les opportunités économiques des filles et femmes. Nous avons réussi une base de données qui a été préalablement établie par FDC et du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. C'est sur cette base que nous sommes allés sur le terrain et sélectionner les 2655 filles et femmes dans les activités génératrices de revenus, notamment la couture, la teinture, la pâtisserie et la saponification. Après la formation, il y a tous les matériels qui sont déjà disponibles et les matériels seront installés au niveau des plateformes multifonctionnelles et au niveau des KF où les bénéficiaires doivent s'y rendre pour faire les formations. Il s'agit de promouvoir les métiers comme la couture, la coiffure, la saponification, la pâtisserie, la teinture et l'agroalimentaire. Cette initiative contribuera ainsi à réduire les inégalités de genre, à lutter contre la pauvreté, à promouvoir une croissance inclusive dans notre région. Les femmes sont des principales bénéficiaires de ce projet. On a bien saisi les techniques de transformation des produits alimentaires. L'initiative est salutaire vraiment. Sur le terrain, la mise en œuvre est assurée par Care International
pour accroître les opportunités économiques des filles et femmes du projet Suède. Avantage, l'émancipation et l'indépendance financière de la couche féminine dans la savane guinéenne. Dans le cadre du transfert des compétences aux communes, le gouvernement de la transition, à travers l'ANAFIC, vient d'investir plus d'1 milliard de francs guinéens dans la construction de 3 salles de classe, des logements, des enseignants et des fourrages dans les localités de Maléa et d'Ongol, commune urbaine de la Baie. Ces infrastructures scolaires sont financées par l'AFD et le Fonds national de développement local. Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo. La commune urbaine de la Baie, à l'instar des autres villes du pays, reçoit plus d'1 milliard de francs guinéens pour la réalisation des infrastructures scolaires. C'est un financement de l'AFD à travers le budget d'affectation spéciale de fonds communs de l'éducation. Cette initiative du gouvernement à travers l'ANAFIC est le fruit des efforts conjugués entre le ministère de la décentralisation et celui de l'éducation nationale. Ce projet que nous lançons aujourd'hui symbolise notre engagement collectif à bâtir une éducation de qualité pour tous dans un cadre adapté et répondant aux besoins de notre jeunesse. La commune urbaine de la Baie, bénéficiaire de cette école, tient au respect des prescriptions du cahier de charge et du délai d'exécution. En plus des infrastructures scolaires et le forage déjà réalisés, l'école primaire de Dongol Tayebi aura désormais un local destiné aux enseignants. Une école de 3 salles de classe équipées avec un logement pour le personnel enseignant et le forage. Ces infrastructures réalisées contribueront à améliorer le niveau de prestation des enseignants, mais aussi à développer un service de proximité. Je remercie en votre nom, vous les bénéficiaires, l'ANAFIC et à travers l'ANAFIC, le Fonds commun de l'éducation, tous les partenaires techniques et financiers qui ont mis la main à la poche pour l'implantation de cette grande école. Considérée comme moteur de développement d'une nation, l'éducation figure parmi les priorités des autorités de la transition. C'est pourquoi les bénéficiaires promettent d'entretenir ces infrastructures pour le bien-être des enfants. À Dinguiraï, les districts de Sandafra, de Kambaya et de Kankanfodéa s'activent dans le développement communautaire. Ces localités ont reprofilé 14 km de route qui mènent à la déviation de Bissikirima. Elles ont aussi réalisé plusieurs ponts ainsi que d'autres infrastructures sociales de base. Ces efforts collectifs visent à appuyer le gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens à la base. Ibrahima Oulé Fofana, compte rendu. Que ce soit les tronçons d'Inguiraï Daboula, Daboula Farana et Farana Mamou, les usagers sont confrontés à ces difficultés. La situation préoccupe l'État et certaines communautés de Dinguiraï accompagnent le gouvernement. C'est ce qu'on constate avec ces 14 km de route reprofilés entre le district de Sandafra jusqu'à Kankanfodéa en passant par Kambaya. On a fait 2 ans d'activité ici. Durant ce reprofilage, nous avons construit 2 grands ponts et 34 dallos. Ce sont les districts de Sandamfara, Kambaya et Kankanfodéa qui ont réalisé ces travaux en investissant plus de 10 milliards de francs guinéens. Autre effort des communautés, la réalisation d'infrastructures. Des mosquées, des écoles et des hangars sont construits pour améliorer le quotidien et appuyer le gouvernement guinéen. Ensemble, nous avons cotisé pour construire ces mosquées, les écoles, les centres de santé et des forages. Nous avons aussi construit des hangars pour le commerce. Ensuite, le lotissement. C'est un devoir pour chaque Guinéen d'appuyer le gouvernement dans ses initiatives de progrès. Malgré tous ces efforts, le souci des structures sanitaires de qualité se pose. À cela s'ajoute le reste des 4 km non reprofilés et le bitumage de cette route pour faciliter le transport des vivres à Dinguiraï.
À présent, ce communiqué de l'AGEROUTE, communiqué le ministère des Infrastructures et des Travaux publics à travers l'Agence de gestion des routes de Guinée. l'AGEROUTE Guinée SA informe les usagers des axes autoroutes Fidel Castro et la route Le Prince du démarrage des travaux de pose des tabliers de 5 passerelles au niveau de certains passages piétons. Ce processus de pose aura lieu du jeudi 24 octobre au mardi 29 octobre 2024 de 23h à 6h du matin. Pendant ces périodes et en raison du caractère sensible de ces travaux, l'AGEROUTE sollicite auprès des uns et des autres le respect strict des consignes qui seront édictées autour des chantiers. AGEROUTE présente ses excuses à l'ensemble des usagers et des riverains pour les désagréments éventuels qui seront causés par l'exécution de ces travaux. Ci-dessous, le programme de pose des tabliers. Jeudi 24 octobre 2024, Sankumbaya, Matam. Vendredi 25 octobre 2024, Tombolia, Cité. Samedi 26 octobre 2024, Dabompa. Lundi 28 octobre 2024, Lansanaya Marché. Mardi 29 octobre 2024, Kontia, signé AGEROUTE. Les préparatifs de la 3e édition de la saison touristique se poursuivent. C'est la ville de Dalaba qui est retenue pour abriter cette autre édition. En prélude à cet événement, l'Office national du tourisme en partenariat avec Enabel et l'Agence guinéenne de la sécurité routière renforce les capacités des conducteurs des taxis-motos qui contribueront pendant l'activité à transporter les touristes vers les sites retenus. Mamadou Paté Baldé, Mohamed Koroma. Le monde touristique s'apprête pour la 3e édition prévue cette année à Dalaba. L'Office national du tourisme et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour conférer à cette grande rencontre touristique toute son importance. Nous nous sommes engagés dans une dynamique de refondation du secteur qui est la territorialisation et la régionalisation du tourisme guinéen. La région de Dalaba, on a la Casa Palabre qui retrace l'histoire où le premier mot de l'indépendance, le président Sékou Touré a eu à prononcer pour la première fois. On a les vestiges du président Sékou Touré dans la villa Janine. On a le site écotouristique de Sebori. On a le village de Tinga. On a Fugumba où l'histoire de photo théocratique s'est inscrite et on a la chute de Diti. Donc toutes ces potentialités, il y a de quoi quand même montrer au monde que la Guinée est une merveille, la Guinée est un paradis. En plus de la formation des guides, des restaurateurs et des gérants d'hôtels, l'Office national du tourisme confie l'Agence guinéenne de la sécurité routière la formation des conducteurs des taxis-motos de la ville de Tchornomar-Djogoba. Et lorsque les taxis-motards sont formés, ils vont transporter les touristes que nous voulons voir venir par millions dans cette ville, sécurisés dans leur mouvement, dans leur transport, dans leur déplacement. Les gens vont venir massivement à Dalaba, qui ne connaissent pas Dalaba. Ce sont eux qui vont accompagner ces personnalités-là aux différents endroits, surtout aux différents sites touristiques. Les leçons qu'ils vont, n'est-ce pas, recevoir par ces formateurs-là seront appliquées sur le terrain pour éviter, n'est-ce pas, les accidents. Pour faciliter la réussite de cette saison touristique, l'ONT a déjà identifié les différents sites qui seront visités par les nombreux touristes qui vont atterrir à Dalaba. C'est dire que ces taximètres en formation seront des véritables guides lors de cette 3e édition prévue du 25 au 27 octobre 2024. Effectivité de la couverture médicale pour les artistes guinéens. Un premier groupe vient d'entrer en possession de la carte de prise en charge des mains du ministère de la Culture, du ministre de la Culture. Dès après, ils se sont rendus dans les structures sanitaires et pharmacies pour leur prise en charge. Un ouf de soulagement pour ces acteurs culturels souvent confrontés à des difficultés sanitaires. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Après le lancement officiel de la couverture médicale en faveur de 1000 artistes, l'on passe à la phase opérationnelle. Certains artistes reçoivent ici leur carte de prise en charge des mains du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Parmi ces artistes, Hawa Diawara
connue sous le nom de Awa Belle, une des pionnières des ballets africaines de Guinée, recrutée par Keita Foudeba. Cet acte nous réconforte et nous sommes satisfaits des conditions dans lesquelles je me suis levée ce matin pour me rendre ici afin de me faire enregistrer. C'est vraiment difficile car j'ai mal aux pieds. Donc nous remercions le président de la République. Le président de la République, en posant cet acte, réaffirme ainsi que la culture est un pilier important de notre identité nationale et pour ce faire, les artistes, les professionnels de la culture ne doivent pas être perçus comme étant des mendiants. Ce sont des personnes de valeur qui doivent vivre de leur art et pour cela, il faut leur permettre d'être à l'abri de certains besoins liés donc à la santé. Et c'est ce que la police d'assurance santé couvre aujourd'hui. Cheikh Oumar Bari, cinéaste réalisateur du film Et vint la liberté, est aussi parmi les bénéficiaires. Dès la réception des cartes, certains se sont directement rendus dans les structures sanitaires pour s'assurer de l'effectivité de la prise en charge. Après le diagnostic, cap dans les pharmacies pour s'approvisionner en médicaments. Ici également, la prise en charge est totale. C'est au-delà de tout propos. Parce que penser à sa santé après combien de temps? Moi, j'ai maintenant 85 ans. Donc quand j'ai ça, et il y en a qui sont plus vieux que moi, qui ont servi, qui n'ont pas eu ça. Aujourd'hui, là, vous voyez comment j'ai une sciatique qui me fatigue. Je vais fièrement maintenant, sans souci, voir le médecin. La couverture médicale est un acte fort du gouvernement en faveur des artistes. Un véritable ouf de soulagement pour ces acteurs qui œuvrent pour le rayonnement de la culture guinéenne. Le ministre Moussa Moïse Silla invite les artistes à s'enregistrer au département pour se procurer des cartes de prise en charge médicale. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi la RTG pour vous informer. N'oubliez surtout pas que la Guinée est notre paradis, terre de richesse, d'innovation et d'opportunités. Bonsoir et à demain.